C'est une histoire que les enfants se racontent l'été sur les plages. Le plus beau des châteaux de sable ne peut résister à la force de la marée montante. Mais c'est aussi une histoire que les hommes ont adaptée à leur manière. Depuis des siècles, pour construire leur maison, ils ont utilisé du sable. Mais voilà que le sable vient à manquer. L'histoire se passe dans le Morbihan, entre la presqu'île de Quiberon et celle de Gavre. Au sud de l'Orient, 35 km de littoral bordé de dunes et de sable, l'un des endroits les plus sauvages de la côte sud. C'est le long de cette côte qu'a été découvert un gisement de sable marin. On est en face du lieu qui est repéré comme étant un lieu privilégié où on nous dit que 600 000 tonnes de granulats sera prélevées pendant 30 ans, tous les ans d'abord pendant 30 ans. La zone d'extraction, la voici, un triangle sur la carte à 5 km des plages d'Erdeven. Un gisement de sable fin et de granulats à moins de 40 mètres de profondeur. Un permis d'études et de recherche a été accordé par l'État au groupe industriel Lafarge. Cette qualité de sable est de plus en plus rare. Nous en consommons 30 kg par jour et par habitant pour construire des ponts, des immeubles, des routes et des voies ferrées. Le sable est une ressource aussi indispensable à nos sociétés que l'eau ou l'électricité. Une ressource qui ne pourra plus être trouvée dans les carrières terrestres arrivées en fin de vie. Pour les marchands de sable, le granulat marin devient donc un gisement précieux, nécessaire à l'industrie du bâtiment. Ce sable très haut de gamme, d'ici 3-4 ans, il n'y en aura plus du tout en Bretagne. Et aujourd'hui, on en consomme environ 3 millions de tonnes par an dans la région Bretagne. C'est la raison pour laquelle il faut diversifier les zones d'accès à cette ressource. Et la zone sud-Lorient que nous étudions est l'une de ces zones qui se prête à l'extraction de sable, si tant est que les résultats montrent qu'il n'y ait pas de conséquences nuisibles à l'environnement, bien sûr. Ces arguments venant d'un puissant groupe industriel n'ont pas du tout convaincu les défenseurs de l'environnement du Morbihan. Ce n'est plus une troupe, c'est un peuple debout qui se lève et qui marche. C'est un peuple fort de la conviction qu'il a de la légitimité de ce combat. Ce peuple, c'est le peuple des dunes. Cet appel à la résistance, au ton quasiment gaulien, est lancé dès la première phase d'étude du projet par un collectif d'associations qui a choisi de parler au nom du peuple des dunes. À la surprise générale, plus de 10 000 personnes se rassemblent à Erdeven, comme au temps des projets de centrales nucléaires. Pour comprendre les raisons d'une telle opposition, il faut d'abord se rendre à Gavre, tout au bout d'une étroite presqu'île où s'est installé depuis des années un centre militaire d'essais de missiles. C'est à Gavre qu'est né le collectif du peuple des dunes, mené par ces deux hommes, André Berthoud, le marin-pêcheur du pays, et Jean Grésy, l'avocat parisien, qui a acquis une résidence secondaire face à l'océan. L'avocat est un spécialiste des recours juridiques et André a la confiance du pays. Alors vous avez ici la presqu'île de Quiberon, ici la rivière d'Etel, et donc l'extraction se fait à peu près ici. Les pierres noires sont là. Et c'est donc entre deux couloirs de tir que se fait la zone d'extraction, à un endroit qui est un cimetière de munitions, dans lequel reposent des millions de tonnes d'obus tirés depuis Napoléon III, qui avait offert la presqu'île de Gavre à la marine. C'est grâce aux militaires qu'il n'y a pas de HLM directement construit au bord de mer, qu'il n'y a pas de barres d'immeubles ou de barres de béton. Sans eux, il est évident que tout ça serait urbanisé et ressemblerait davantage à la côte espagnole. Pour le Morbihan, le sable ici, c'est un peu, je dirais, l'or des Bretons.
Et c'est leur trésor, c'est leur richesse, c'est leur patrimoine, c'est leur culture. Et si demain on vient à prélever, à pomper tout ça, on les dépouille sauvagement de tout ce qu'ils possèdent. On détruit l'environnement, on détruit tout ce qui fait le bonheur des gens qui vivent ici. Et on leur laisse la vase, les rochers. On les laisse sans avenir, quoi. Absolument, sans avenir, et on les dépouille de tout leur patrimoine. Des rafales de 120 km/h dans le Morbihan, des creux de plus de 5 à 6 mètres, les secours ont reçu des centaines d'appels hier. À Gavre, cette digue n'a pas résisté à la pression des vagues. Poussée par de forts coefficients de marée, l'eau s'est engouffrée dans plusieurs maisons en quelques minutes seulement. Partout ici, l'eau est passée. Mais elle est passée, on va dire, en 20 minutes, quoi. Ça s'est passé en 20 minutes. Gavre a été inondé au tiers en l'espace de 20 minutes. Vous vous sentez menacé? Et ben de plus en plus, et on se sent tellement menacé que, comme c'est le sable, il manque du sable, donc il va falloir protéger un maximum. Mais ce qui nous inquiète le plus, c'est le projet Lafarge. À Gavre, ce qu'on hésite à reconnaître, c'est que les maisons inondées ont été construites en dessous du niveau de la mer dans les années 60. Contre la montée des eaux, les Gavrais se sont trouvés un nouvel adversaire, le groupe Lafarge. Ils redoutent que ce projet d'extraction vienne fragiliser leur défense contre l'océan. C'est un peu le quartier général, ici, Brise-Lame. Oui, il porte bien son nom. Hein? Voilà, on aura bien besoin d'un brise-lame avant longtemps, si Lafarge met son projet à exécution. Le sable, c'est quand même pour... ça sert à la construction. Oui. Ici, vous avez construit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut arrêter, ça? Ah, non, pour moi, il faut pas arrêter la construction. Alors, où ils vont se mettre les gens, il faut bien qu'ils s'abritent quelque part. Si on a construit, et puis si maintenant on s'aperçoit, 50 ans après, la construction de l'Orient, de la base sous-marine, à laquelle il a fallu je sais pas combien de milliers de tonnes, les gens n'étaient pas au courant. Donc ils ont pris du sable, mais ils n'étaient pas au courant. Ils n'avaient aucune idée des conséquences que ça aurait pu apporter par la suite. Parce que si on voit maintenant les répercussions d'il y a 50 ans. Ces blocos, qui font trempette à marée haute, sont les signes les plus visibles de l'érosion provoquée par les prélèvements de sable. Pendant la guerre, des centaines de milliers de tonnes de sable ont été pris directement sur les dunes pour édifier le mur de l'Atlantique et la base sous-marine de l'Orient. Les Allemands avaient même construit une ligne de chemin de fer sur la côte pour livrer plus vite le sable aux bétonneuses. Puis, ce fut la reconstruction. En France, dès 1945, la culture du tout béton en architecture prend son envol. Du sable, il y en a à volonté. Et jusqu'aux années 70, les entreprises du bâtiment ont l'habitude de se servir sur la dune. Il y avait des carrières partout. On les trouvait tout le long. De Kerzine au Maguero, de Maguero à Kervégan, ici. On les trouvait partout. Partout. Les gens se servaient aussi. Ah oui, on n'avait pas de contraintes. Moi, d'après les papiers de l'exploitation, on était propriétaire d'un lot de, je ne sais pas, même pas un hectare, mais qui était complètement Maguero là-bas. Oh, vous pensez bien que j'aurais pas été chercher mon sable là-bas, alors qu'il est à ma porte d'ici. Vous alliez chercher le sable là-bas? Directement dans le plus près possible ici, là derrière. Là. Et aujourd'hui, vous ne pourriez plus le faire? On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Ah non, ce qu'on fait, on triche. On triche par rapport à la loi, parce qu'on va chercher un petit bac, 1 mètre cube, un demi-mètre cube, mais on n'a pas le droit. Vous la comprenez, cette interdiction? Pas réellement. Pas réellement.
C'est dommage qu'il n'y ait pas des jeunes pour reprendre une partie de ces terres-là. Et autrement, ben, dans 20 ans, dans 30 ans, ça sera des buildings, c'est pas la peine. C'était des bonnes terres ici? Oh, vous voyez, hein, le radis, on n'a presque même pas besoin de travailler tellement c'est du sable. Et l'extraction de sable prévue en mer, qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, totalement contre. Pourquoi? Totalement contre. Pour la sable, ce qu'il y a au niveau des retombées par rapport à la dune grise, ce que nos anciens ont mis du temps à protéger, si demain, pour X raison, ça a une influence sur la dune, voilà. La dune n'est plus depuis longtemps le territoire des légumiers, mais celui des touristes. Pour éviter les prélèvements sauvages de sable et les dégâts du piétinement, on a donc construit des parkings. On a canalisé les accès, balisé les sentiers, posé des barrières pour les plantes sauvages et les nids d'oiseaux. Avec l'aide de fonds européens, on a embauché des gardes-côtes. Ils entretiennent le site et une chargée de mission diffuse largement le programme de défense des dunes. Donc c'est des sites qui ont été désignés partout en France, en fait, sur le littoral, mais aussi à l'intérieur des terres, et qui doivent, chacun de ces sites, en fait, ont des milieux naturels et des espèces qui sont en voie de raréfaction à l'échelle de l'Europe. Et Natura 2000, c'est la préservation de ces milieux-là, tout en tenant compte des activités économiques présentes sur le site. La superbe ria d'Etel est comprise dans le périmètre du plan Natura 2000. Dans ce paysage très préservé, l'arrivée d'un projet industriel paraît contredire l'action de protection du littoral. Les directives européennes nous demandent d'étendre les zones Natura 2000 dans des périmètres qu'on appelle des aires marines protégées. Toutes les zones sont étendues largement, sauf étendues à la zone de prospection de sable, bien entendu. Hein, ça, c'est une protection qui a été donnée pour la faire. Je ne sais pas, on ne peut pas protéger d'un côté et prendre le risque de détruire de l'autre. C'est le tout sur la même zone. C'est contradictoire. Quant aux huîtres, le danger d'un virus parasite venu d'ailleurs est la hantise des ostréiculteurs. S'il y a du pompage de sable, par exemple, il va y avoir automatiquement du sable et de la vase en suspension partout au large. Ça, c'est une évidence. Le jeu des courants vont faire qu'il y a de la vase, du sable qui va bouger, qui va rentrer, qui va sortir, on ne sait pas dans quel sens ça va aller. Plus il y a de turbidité dans l'eau, moins il y aura de vie. Si on remue le sable dans des zones de frayère, on va créer des interactivités entre la vie au large et la vie sur le bord de côte. On ne sait pas du tout dans quel sens ça va aller. Et moi, je crains que ça n'aille pas vraiment dans un bon sens. C'est assez rare les fois où l'homme arrive à mettre les choses mieux que ce que n'a fait la nature. Mais dans le sable, il y a quoi? Dans le sable, il y a toutes sortes de vie, microscopiques. Hein. Il y a des petits vers, il y a des petits crustacés, il y a des petits poissons qui se nichent à la surface et qui se nourrissent. C'est un peu comme une prairie. Tu sais, dans les champs, on voit la prairie. Et dans les champs, il y a aussi des petits vers de terre, il y a plein de micro-organismes. Voilà. Tu les vois là. Hein. Voilà. Il y a plein de vie, ça grouille de vie microscopique. C'est pas noir. Non, c'est une anémone qui est sur la coquille de moule ou quoi? Donc vous émettez des doutes sur cet emplacement choisi par la FARG. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on va toucher du sable d'abord, et le sable joue un rôle très important pour les écosystèmes côtiers. Et surtout les sables en bordure de côte, à 3000, 6000 des côtes, 10 000 des côtes, c'est vraiment des milieux fragiles et sensibles. C'est pas un hasard si dans ces zones-là, il y a des juvéniles, des alevins qui viennent se nourrir. C'est que dans les sables, en fait, les sables vont jouer un rôle très important au niveau des productions planctoniques. Phytoplancton d'abord, zooplancton. Phytoplancton comme ici, c'est microalgues microscopiques qui ont besoin de beaucoup de lumière et aussi d'éléments minéraux pour se développer. Il faut savoir que dans les sables, il y a une accumulation, il y a la mémoire un peu de toute la vie des océans depuis des millions d'années qui s'est accumulée dans les sables, les bonnes et les moins bonnes choses. Et à chaque fois qu'on touche au sable, qu'on le manipule, on peut réveiller aussi certains types de phytoplancton
qui sont indésirables. Autre son de cloche chez ce professeur de géologie de l'université de Rennes. Pour lui, il n'y a pas de communication entre le sable des dunes et la zone d'extraction en mer. Le danger d'érosion ne viendrait donc pas de l'exploitation marine. Le point le plus critique, c'est pas tant ce qui va se passer à 30-40 mètres de profondeur que la dynamique du littoral, quid d'une crue importante, quid d'une tempête importante, et surtout de quelque chose qui est extrêmement important, qui est la montée du niveau de la mer dans le siècle à venir. Je crois que c'est là qu'est le vrai problème. 1 mètre de montée du niveau de la mer, c'est à ce moment-là très clairement une destruction du système dunaire, mais également de tous les littoraux dans le monde, et bien entendu, dans le cas de la Bretagne, tous les aménagements portuaires ou tous les aménagements touristiques qui ont pu être faits sur le littoral. Et donc il est important d'avoir un état actuel de notre système pour être capable de comprendre comment il va évoluer dans le futur. Comment évaluer les conséquences futures de l'action d'un navire sablier sur cette zone? Quel effet à long terme sur la biodiversité marine? Quel effet réel sur l'érosion des dunes? Le permis d'études et de recherche oblige la société Lafarge à fournir des réponses précises. Si les études montrent qu'il y a des dangers pour l'environnement, vous renoncerez à ce projet ? Clairement, c'est quelque chose que nous avons annoncé à plusieurs reprises. Nous renoncerons à ce projet si le constat des études scientifiques était de montrer qu'il y ait un risque significatif pour l'environnement. Du côté du peuple des dunes, on conteste d'avance l'avis des scientifiques financés par le groupe Lafarge. Ce qui nous manque, nous, et qui, je crois, débloquerait une partie de la situation, c'est un engagement réel des structures institutionnelles. Il y a visiblement nécessité d'une neutralité de l'expertise que seul l'État est en mesure de porter. Je crois que, pour ma part en tout cas, enfin je crois que pour les gens du peuple des dunes, l'idée c'est au moins d'empêcher donc que cette extraction ne se fasse dans les conditions où elle se fait actuellement, ou tout au moins il est envisagé de le faire. Je ne veux pas traiter tous les Bretons de conservateurs. Je pense que parmi les gens qui sont contre ce projet, il y a effectivement des gens dont le moteur est de dire arrêtons de construire en Bretagne, arrêtons de prendre du sable, finalement on a assez de maisons, continuons comme ça, pour ceux qui ont déjà leur maison ça va bien, et puis pour les autres tant pis. Donc ça c'est certainement, il y a une composante parmi les gens qui sont contre ce projet qui ont certainement cette idée dans la tête, mais je pense que ce n'est pas la généralité. Il y a des gens aussi qui sont parfaitement conscients des enjeux économiques du développement de la Bretagne en termes d'urbanisme, en termes d'industrie, etc. Et si le vrai débat portait sur l'avenir de la construction? Si l'on utilise du sable et du béton, faut-il le faire venir d'ailleurs avec un coût de transport plus important? Faut-il construire autrement pour économiser la ressource? À Plouhinec, comme dans toutes les communes alentours, les élus se sont rangés du côté des opposants. On refuse l'extraction de sable, mais on n'a jamais autant construit. Ah ben ça construit mais partout, partout. Je pense que massivement, il faut reconnaître, actuellement, au jour d'aujourd'hui, c'est surtout du sable, du béton, du parpaing qui est majoritairement utilisé. Quoique si vous vous promenez sur la commune, vous verrez quand même dans les économies d'énergie pas mal de constructions en briques qui commencent à se développer. Quelques maisons en bois qui font leur apparition, quelques toitures qui ont de l'énergie solaire aussi en adaptation, mais c'est vrai que la mutation, là encore, au niveau des nouvelles technologies et de l'alternative à l'utilisation massive du sable pour la construction, reste un problème qui touche directement la commune de Plouhinec. Il va falloir un petit peu limiter l'urbanisation et surtout sur les secteurs comme la Bretagne et comme le littoral où on a une urbanisation qui explose. Là, il va peut-être falloir commencer à raisonner, à calmer le jeu et du coup à minimiser, de continuer à prendre sur les ressources naturelles comme on le fait aujourd'hui, quoi. Donc on sait bien qu'il faudra du béton, mais commençons déjà un petit peu à raisonner notre consommation, quoi.
Vous êtes prêt à arrêter le tout béton? Vous avez un projet, personnellement? J'ai un projet personnel, ouais, avec une construction ossature bois et mur en paille, quoi. Voilà. Et avec un revêtement? Avec un enduit à la chaux. Chaud et sable. Chaud et sable. Donc il faut quand même un petit peu de sable, mais globalement, sur l'ensemble de la construction, la quantité de sable est dérisoire par rapport à une construction en parpaing classique, quoi. Au sein du peuple des dunes, il y a toutes sortes d'intérêts, parfois contradictoires, tous réunis contre le marchand de sable. Des écolos qui sont prêts à construire leur maison en paille, jusqu'aux plus conservateurs qui veulent rester tranquilles dans leur maison en béton. Mais il y a aussi ceux qui sont tout simplement amoureux du lieu. On aimerait bien que le sable, que nos plages demeurent pour nous, pour nos enfants, surtout nos petits-enfants, parce qu'effectivement, peut-être que nous, on ne verra pas cette dégradation, mais on a peur que ça puisse se faire, quoi. Alors, je crois qu'il ne faut jamais partir battu. Hein, il faut se dire que nous sommes les habitants de cette terre-là, sur laquelle nous sommes bien, qui est belle. Et puis, il faut se battre pour que ça continue à exister, pour que nos plages continuent à avoir du sable. Et je crois qu'il faut tout mettre en œuvre pour que ce soit toujours le cas. On a déjà gagné des combats qui étaient difficiles et qui ont abouti. Donc, il faut être confiant. Pas de raison. C'était dans les années 70. La petite commune d'Erdeven devenait célèbre pour avoir réussi la première grande mobilisation bretonne contre un projet de centrale nucléaire. Les militants des années 70 ont pris quelques rides et quelques cheveux blancs, mais sont toujours sur le pont. Est-ce qu'il y a une logique entre le combat antinucléaire des années 75 et l'opposition à la Farge? Est-ce que vous voyez qu'il y a un lien? Non. Pour moi, il y a un lien parce que nous refusons absolument que des gens, quels qu'ils soient, décident à notre place. Le message actuel, c'est que nous sommes là pour dire halte. Vous ne prendrez pas le sable qui est là, ni pour construire le centrale nucléaire il y a 32 ans, ni pour bétonner la côte maintenant. Je ne sais pas si on est irréductible, mais disons que, comme le dit Jean-Pierre, on a notre mot à dire, qu'on n'a pas le droit de nous imposer des choses comme ça, quoi. C'est incroyable, ça, quand même. Il y a un aspect rationnel, mais il y a un aspect aussi émotionnel, culturel, qu'il faut prendre en compte. Et je pense que le groupe Lafarge, je pense qu'au départ, dans la démarche qu'ils ont instruit sur ce dossier, ont probablement minimisé cet aspect humain, cet aspect culturel, et que la population, c'est pas parce qu'on est en Bretagne, mais quand on se sent touché dans notre âme, je pense qu'on peut aller très loin. C'est ce qui explique pour moi, pour partie, cette communauté de réaction, quelles que soient les opinions des uns et des autres. C'est donc qu'ici, le sable a une histoire et que les habitants du littoral en ont la mémoire. Sans l'assentiment des populations, il faudra aller bien plus loin chercher ce sable marin tant convoité.